Salut, c'est Gérald Dahan sur Westrack Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. Salut, c'est Maïk Dara. Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Chers amis auditeurs, notre invitée de ce soir n'a pas une double personnalité, simplement elle a la particularité d'être autrice-illustratrice et nous allons donc parler d'elle sous le nom de Kiri, mais notre invitée de ce soir a aussi un prénom, comme tout à chacun, elle s'appelle Léa. On la retrouve dans un court instant. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter et de retour en ce lundi 26 avril 2021. Ça passe très très vite, messieurs. Bonsoir Laurent, bonsoir Alain. Salut à vous. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je pense que ça va très bien et ça va d'autant mieux que notre invitée de ce soir, on l'a dit dans le pré-générique, est autrice-illustratrice. Bonsoir Kiri. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous accueillir. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de vous tutoyer ? Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Si je peux faire pareil, ça me va. Eh bien, faisons ça. Donc, Kiri, on a présenté effectivement le pseudonyme professionnel, mais ton prénom dans ta vie de tous les jours, c'est Léa, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je crois qu'on a beaucoup de choses qu'on aimerait beaucoup aborder avec toi, puisque ton travail sur la création artistique, les histoires sur le dessin, avec les influences plutôt japonaises, et puis on va évidemment dire à nos auditeurs qu'il y a une particularité, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne qui a fait le logo de l'émission. Je vous demande de vous arrêter. N'est-ce pas, Léa ? Eh oui, c'est moi. J'ai fait ce logo après une petite demande express et vous noterez que ce magnifique micro avec ce petit bandeau est bel et bien dessiné de ma main. Alors bon, c'est un logo dont on est particulièrement fier parce que en plus il est magnifiquement réalisé. C'est vraiment un logo de pro. Hein. Moi je l'ai vu quand je l'ai vu arriver. Ça m'a. Je sais pas comment dire, mais c'est un super logo que tout le monde pourra voir d'ailleurs en consultant notre site jvddva.com, mais également tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Ce sigle il est partout. Exactement. En tout cas, Léa, voilà, on ne va pas réduire ton travail à ce logo parce que ça fait partie des choses que tu fais, mais on va y revenir. On a toute l'occasion de cette émission pour parler de ces choses-là. Avant, je crois que Laurent, tu voulais aussi parler et peut-être souhaiter la bienvenue à notre invité ce soir. Bien sûr, et puis vous avez dit bonsoir Kiri. On va t'appeler Kiri toute la soirée. Et K-R-I. K-R-I, tout à fait. K-I-R-I. Et moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que aujourd'hui, ça fait maintenant, pour ceux qui nous suivent, ça fait un peu plus d'un an que Michael, notre collègue et ami, nous a quittés. Et je voudrais quand même déjà et je pense que Cyril dira quelque chose à ce sujet, avoir une pensée pour Mike là où il est. Je sais qu'il nous écoute, je sais qu'il nous entend. Et Kiri n'est ni plus ni moins que la fille de notre ami Mike. Donc moi ça me touche doublement aujourd'hui et ce qui me touche aussi, c'est qu'effectivement le travail que fait Kiri aujourd'hui dans son domaine qui est celui du dessin, et on va en parler plus longuement juste après, est franchement époustouflant. Et Alain en avait parlé par rapport au logo, mais pas que. Donc là on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc Mike, où que tu sois,
on est content d'être avec ta fille aujourd'hui. Exactement. Alors, Léa, Kiri, on va peut-être déjà te parler de ton pseudonyme professionnel. D'où vient-il exactement ? Alors, contrairement à ce qu'on me demande en général en premier, non, ça n'a absolument aucun rapport avec le fromage frais. Arrêtez. S'il vous plaît. Non, c'est juste un raccourci. Ça date d'une vieille époque où je tenais une page Facebook avec une amie. On parlait beaucoup de la culture japonaise et de la pop culture en règle générale. Et mon pseudo, du coup, était issu de la culture japonaise. C'était Kirisaki-chan, sauf que c'était assez long. Et donc, la communauté a fini par m'appeler tout simplement Kiri pour raccourcir. Et lorsque je me suis mise plus sérieusement dans le dessin sur les réseaux, pour ne pas perdre ses abonnés, j'ai gardé le pseudo de Kiri, qui est quelque chose que je regrette infiniment chaque jour, puisque chaque fois que j'en parle, la blague est faite. Et très vite, les gens s'aperçoivent que derrière ce pseudonyme se cache un concentré de talent, si je puis dire. Pardon. Et tu ne vas pas le dire, tu es peut-être trop modeste pour cela, mais nous qui avons pu lire un certain nombre de tes créations, on est très objectifs, n'ayons pas peur de le dire. Et en tout cas, c'est une belle histoire. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est plutôt favorable, puisque les gens se souviennent de toi aussi d'une certaine manière comme ça. C'est ça, ça reste 2 syllabes. Donc d'une part, c'est court, et surtout parce que ça fait penser à une marque très connue, les gens s'en souviennent assez facilement. Alors, est-ce qu'on peut démarrer peut-être par le commencement, parce que finalement, ce que tu fais, c'est du dessin, c'est quel type de dessin, et comment ça t'est venu en fait, l'envie de dessiner, d'en faire un métier? Alors, ça a commencé à peu près comme tous les autres artistes quand j'étais toute petite. Il y avait beaucoup de choses que j'adorais regarder et lire, notamment Wings Club. Et j'étais très frustrée du fait que de devoir attendre autant de temps entre plusieurs saisons. Et du coup, j'ai voulu dessiner mes propres histoires par rapport aux Wings. Et puis, au fil du temps, je me suis complètement détachée des univers qui existaient déjà pour créer complètement mes propres histoires. J'étais au collège, j'avais je sais pas combien de carnets avec tout ça. Ça tournait toujours autour des super-héros et des pouvoirs, etc. Et puis, en grandissant, il a fallu que je gagne un petit peu des sous quand même pour manger. Et malheureusement, aujourd'hui, ça rapporte pas énormément de raconter des histoires quand on n'est pas connu. Du coup, je me suis beaucoup plus investie dans tout ce qui est la création de logos pour des petites entreprises ou un peu plus importantes pour des personnes comme vous et moi. Voilà. Et notamment le logo de cette émission. Oui, Alain, je ne sais pas. Si tu lèves la main, je ne te bats pas. Il faut dire à nos Je n'ai pas levé la main. Oui, parce que on le répète à chaque fois, depuis la crise sanitaire, nous enregistrons via Skype, et car il est un peu difficile aujourd'hui de faire une émission en studio. Moi, ce que je voulais en venir, c'est qu'effectivement, donc tu parlais des Wings Club, mais avoir une appétence pour les mangas, c'est une chose, mais le dessin, il est venu comment? Il est venu à cette même période, ou déjà toute petite, t'étais déjà dans le dessin? On a tous dessiné quand on était enfant avec ces vieux feutres un peu pourris, vous savez, ceux qui font des trous dans votre feuille là, qui sèchent si vous les laissez ouverts plus de 14 secondes. Sauf qu'entre deux, je me suis pas du tout arrêtée. C'était comme mes confrères, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, ça a été une forme un peu d'échappatoire. Quand on dessine, on cherche soit à fuir quelque chose, soit à retrouver quelque chose qu'on n'a pas autrement. Et moi, je voulais être une Wings. Du coup, j'ai pu fuir la banalité de mes journées sans pouvoir magique grâce au dessin. Oui, quand tu vois aujourd'hui que la série dessin, qui date de maintenant pas mal d'années, je crois qu'il y a eu une version série, non, des Wings? Ah oui, bien sûr, oui. C'est comme ça que j'ai découvert sur Netflix. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une série, des Wings Club, non? Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, mais beaucoup de choses qui ont été innovées et qui sont très intéressantes. Donc, je pense que c'est une bonne série à part entière, même sans penser au dessin animé en lui-même. Et le manga, alors pourquoi le manga? Qu'est-ce qui t'a plu dans le manga? Qu'est-ce qui a fait que t'es parti dans ce style?
À l'origine, c'était les animés qui m'ont beaucoup marqué, et parce que de la même manière, j'étais toujours frustrée de devoir attendre tout le temps. Donc j'ai commencé à lire les mangas des dessins animés que je regardais. Et ce qui était incroyable, c'était le style de dessin qui était toujours aussi appliqué. Et puis un tome est très conséquent, donc vous avez beaucoup d'histoires en un seul tome. Ils étaient très accessibles aussi, la bibliothèque. Ouais. Et donc c'était très intéressant. Du coup, j'ai voulu redessiner moi-même ce style que je voyais, ces yeux pétillants et pleins d'émotions, toutes ces expressions, ces filles aussi jolies, etc. Et j'en suis arrivée là. Oui, alors. Léa, oui, le dessin. Tu estimes, alors bien sûr il y a beaucoup de travail pour arriver à dessiner, mais est-ce que tu estimes que c'est un don ou est-ce que c'est une envie comme ça et beaucoup de travail en fait derrière? C'est quoi exactement? Alors, en toute modestie, je ne crois pas au don du tout. Pour moi, il y a des gens qui ont des prédispositions à certaines choses, mais personne n'est né avec une petite faute au-dessus de vous qui vous dit « toi, tu sauras super bien dessiner toute ta vie ». C'est vraiment... quelqu'un va avoir parfois plus de facilité à représenter, à imaginer quelque chose ou à représenter quelque chose... Enfin, c'est toute une histoire de capacité, on va dire, qu'on a déjà un petit peu quand on est enfant et qu'on fait le choix ou non de travailler au fil des années. N'importe qui peut être dessinateur s'il y passe le temps et l'énergie. Pas moi. Il y aura du bien temps. s'y atteler, c'est ce que tu dis, Léa. Faut s'y mettre. Alors, tu as parlé de dessins animés. On peut savoir un peu de quel type de dessin animé que tu as pu voir, de films ou de dessins animés japonais qui t'ont plu, qui t'ont inspiré? J'ai eu énormément... Enfin, j'ai commencé avec Détective Conan, vraiment, et puis toutes les autres inspirations qu'on retrouvait sur la 5, que vous connaissez aussi, Saint Seiya, Dragon Ball Z, etc. Et puis, ça, c'était plus parce que c'était mon père qui regardait ça, honnêtement. Et puis quand j'ai eu accès à ce que moi j'aimais vraiment, il y a eu Détective Conan, mais il y a eu aussi Sailor Moon qui a complètement changé ma vision des filles en fait, dans les BD, dans les animés, dans les mangas. C'est une fille forte qui se bat, même si elle chiale tout le temps. Mais ça m'a énormément marqué, et même graphiquement. Donc je partais sur des filles très filiformes, etc. Et puis après j'ai eu accès plus aux animés qu'on dit de garçons, parce que c'est des mangas et des animés plus d'action, comme Fairy Tail et ces choses-là, qui m'ont aussi énormément inspiré par rapport à la violence. C'est mal dit comme ça, mais sur les actions, les mouvements, etc., qui sont très énergiques et dynamiques, ça m'a beaucoup influencé. Alors je crois que quand on préparait cette émission, tu évoquais les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya dans la version titre original. Qu'est-ce que ça t'a apporté précisément, les Chevaliers du Zodiaque, en dehors du partage avec ton père évidemment? Une très bonne connaissance du générique, puisque je le connais par cœur. Mais ça va être un peu le storytelling, et puis la construction qu'on a dans les Chevaliers du Zodiaque par rapport à l'histoire va être complètement différente de celle qu'on retrouve dans les autres animés de l'époque, que Dragon Ball Z, etc. Et puis on a toute une bande de garçons qui ne se ressemblent absolument pas les uns les autres. Chaque personnage est propre à lui-même, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. Par exemple, le côté androgyne, je crois, d'un des personnages, d'un des Chevaliers d'Or, où il est difficile de savoir si c'est un homme ou une femme. C'est ça c'est formidable. On l'a aussi retrouvé dans Sailor Moon d'ailleurs, et son passage en France dans le Club Dorothée a très mal vécu ça, puisque il y avait beaucoup de choses comme par exemple des relations homosexuelles entre deux guerrières Sailor, qui en France est devenue une relation très proche entre deux cousines. Apparemment l'inceste passe mieux que l'homosexualité. Ouais, c'est étonnant quand même. Ouais. Traduction ou... Par traduction, surtout par volonté de censurer certaines choses qui n'étaient pas très bien acceptées à l'époque. En tout cas, il y a un dessin animé, des épisodes qui ont été traduits en version animée d'un célèbre manga de Buichi Terawasa, je ne sais plus comment on va le dire, et qui s'appelle
Cobra, The Space Adventure. Et ben, ce que je propose, c'est que comme on est certainement quelques-uns à avoir beaucoup aimé ce personnage, inspiré d'un certain Jean-Paul Belmondo, eh bien, c'est qu'on écoute quelques secondes, quelques minutes de ce générique. Et puis, ça fera aussi plaisir, je pense, à Mickaël. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, on voit leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra. Homme ou machine, nul n'imagine quel est son secret, nul ne le sait, mais quand on l'appelle, il surgit du ciel. Voilà, donc on va pas passer l'intégralité, mais ça claque bien. On a un couplet, un refrain. Franchement, ça donne presque envie de revoir la série. Il y a 31 épisodes, je crois, jusqu'à l'affrontement contre Salamandar. Et puis après, il y a évidemment la suite en manga, mais vous pouvez retrouver quelques épisodes du manga qui ont été illustrés sous forme animée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir ou redécouvrir les aventures du pirate de l'espace Cobra. Laurent, je crois que tu veux intervenir. Est-ce que tout à l'heure vous parliez du transgenre, de l'homosexualité. Est-ce que tu crois que ce style de bande dessinée ou de dessin animé a fait avancer certaines causes, notamment celle-ci, transgenre, LGBT ou autre? Est-ce que tu crois que ça a fait avancer dans l'esprit de tout un chacun au niveau de notre société? Est-ce que ça l'a fait avancer? Je sais pas. Par contre, ça a certainement permis de banaliser un peu plus quelque chose qui semblait étrange à l'époque, on va dire. Vu qu'on en voyait plus dans les comment dire, c'était accessible au jeune public. Donc mettre en avant ce genre de personnes ou d'orientation sexuelle, ça permettait aux jeunes de se familiariser avec ça très jeune. Donc je pense que ça a permis d'aider à l'acceptation dans le cas où c'est pas censuré après un passage en France, bien sûr. Alors effectivement, on en parlait la dernière fois, mais ça n'a rien à voir, c'est juste une aparté. Le manga qu'on va qualifier, excusez-moi de l'expression, de manga pornographique, c'est énorme. Je veux dire, les bandes dessinées, c'est... D'ailleurs, entre parenthèses, moi je ne suis pas de cette génération-là, donc je sais que Cyril, lui, connaît un petit peu plus. Moi, j'avoue, je pense que j'ai dû démarrer avec Goldorak. Je crois que c'était ça, qui est arrivé en France, d'ailleurs, qui avait fait un tollé pas possible, je me rappelle à l'époque, notamment pour sa violence. Mais aujourd'hui, le manga, est-ce qu'aujourd'hui, le manga, il a toujours cette force-là qu'il y avait il y a 30, 40 ans? C'est-à-dire, est-ce que le manga est toujours pornographique aujourd'hui? Non, alors la pornographie, moi en fait ce que je disais c'était surtout c'est le catalogue de bandes dessinées dans la pornographie manga, je le trouvais étonnant. Et d'ailleurs entre parenthèses, au-delà de cela, le manga quand vous allez chez un libraire ou autre, le rayon manga c'est les 3/4 du rayon bande dessinée, mais c'est une grosse partie. Aujourd'hui, le succès du manga ne se dément pas au fil des années. La pornographie étant vraiment quelque chose de très anecdotique, vu qu'on va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais effectivement, ça fait aussi avancer les choses. Mais en France aujourd'hui, le manga, il est toujours aussi fort.
Ah oui, complètement. Bah, c'est quelque chose qui ne désemplit pas. C'est un art qui est constamment en évolution. Au départ, c'était une partie pour les garçons, une partie pour les filles, c'est-à-dire une partie baston, une partie romance. Aujourd'hui, ça s'est développé énormément des deux côtés. Ça s'est beaucoup plus ouvert. Et quand à l'époque, on avait eu Dragon Ball Z, Goldorak, etc., tout ça, après on a eu One Piece et par exemple Naruto qui ont fait que ça a fait une véritable explosion en France. Après, c'est le Dragon Ball Z et Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus d'œuvres en France et mais tout le monde les connaît en fait. Moi, je me rappelle quand j'allais au collège à l'époque, je faisais partie d'une petite catégorie de personnes qui regardaient des mangas qui étaient pas la partie la plus, enfin comment dire, n'étaient pas les mieux vus de l'école quoi. Alors qu'aujourd'hui, au collège, tout le monde a les mêmes références. Tout le monde connaît My Hero Academia. Tout le monde regarde pas, mais tout le monde connaît. Il n'y a plus de moquerie par rapport à ça. C'est quelque chose qui est complètement intégré à notre société aujourd'hui. Alain, Oui, comment tu expliques ça, le succès des mangas aujourd'hui? Comment j'explique ça? Eh ben, quelque chose de qualitatif finira toujours par percer à un moment donné. Et le rythme de publication, qui est un rythme rapide, c'est quelque chose, ils sont très productifs dans la réalisation de leurs œuvres. Le fait que ça coûte pas excessivement cher, c'est la vague asiatique au final. On est en plein dedans en ce moment. Plus en ce moment dans la vague coréenne, mais on a eu la vague japonaise il y a quelques temps et c'est les effets que ça a eu. Tu veux dire par là que la culture en fait asiatique, quelle qu'elle soit japonaise, coréenne ou d'autres même, ça a son importance. C'est-à-dire qu'il y a un regain d'affection pour ce genre de culture-là. C'est un rêve un peu. Je pense que comme on pense parfois aux États-Unis et aux rêves américains, on pense aussi au Japon et à la Corée du Sud comme un rêve c'est très esthétique là-bas, c'est très beau, donc forcément on aime le voir, on aime, c'est presque pas un fantasme sexuel du tout, mais un fantasme tout court. On y pense, ça fait du bien aux yeux quoi. Confirme. Je confirme. Donc oui, que ce soit japonais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, bah du coup, oui, non, je terminais juste en disant que ce soit coréen ou japonais, on porte une très grande importance à la beauté du travail, de l'œuvre, mais aussi de la personne, et ça joue énormément. Et ils savent en jouer. C'est le soft power, hein, c'est presque politique maintenant. Hein, ils savent en jouer. On fait tout pour que ça plaise à l'extérieur maintenant. On le voit aussi dans les jeux vidéo. Alors peut-être que c'est un peu moins dans tes centres d'intérêt, mais est-ce que c'est à un moment donné aussi pour toi une source d'inspiration, le jeu vidéo dans tes créations? D'inspiration, peut-être pas. Par contre, oui, de repos, essentiellement. C'est un bon loisir qui me permet pas de me défouler, mais de penser à autre chose. Et ce qui est intéressant, et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine partie, c'est de voir en fait quel est dans ta création, tout le travail que tu mets en place. J'entends par là le storyboard, le storytelling, comment on crée des enjeux, comment on crée des personnages, comment on crée du suspense. Ce que je vous propose, c'est que on laisse cogiter nos auditeurs sur ces thèmes-là, et puis on va s'écouter un morceau parce que finalement on est aussi là pour se faire plaisir. Et ce que je vous propose, c'est on met le titre qui nous plaît. On en a 4 à passer dans cette émission. Alors Alain, choisis celui que tu veux. The show must go on. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime
anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'll make it to be free. Show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey, the show must go on. I'll face it with a grin. I'm never giving in. On with the show. I'll top the bill. I'll overkill. I have to find the will to carry on with the Salut, c'est Céline Monsara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Un bon rock, The Show Must Go On, Queen, évidemment. Alors pourquoi ce choix, Kiri? Pour 3 raisons. La première, cette musique est géniale. La seconde, c'était mon père qui m'avait offert tous les coffrets, les coffrets vraiment de Queen avec tous leurs albums dedans que j'écoutais en boucle pendant que je dessinais. Et la troisième, c'est que ça me paraissait important quand même aujourd'hui de dire à mon père que malgré son départ, la vie continue et puis je continue. Je sais qu'il me regarde, donc au final, c'est pour lui montrer que je continue mon combat dans ma passion aujourd'hui, pas pour lui, mais devant lui. Eh bien, en tout cas, si Queen, en les écoutant, ça t'a inspiré, eh bien, c'est l'occasion idéale, puisque juste avant la pub, on a évoqué les différents thèmes de comment tu crées, c'est-à-dire les personnages, les situations, le storytelling, le storyboarding, et puis les suspens que tu peux créer dans tes diverses intrigues. Alors, on va commencer. Comment déjà te vient l'idée d'une histoire et des personnages ? Assez souvent, ça va être plus les personnages qui vont venir d'abord. Une grande partie de mes personnages sont imaginés de personnes qui existent vraiment, souvent mes amis. Et puis les difficultés qu'ils vont rencontrer vont être inspirées des difficultés que j'aurais rencontrées ou que d'autres personnes autour de moi auront rencontrées elles-mêmes. Et concernant l'histoire, actuellement je travaille sur le webtoon Mon vœu le plus sincère. Et cette histoire-là, par exemple,
je l'ai un peu créé pas par accident, mais par hasard. Je voulais juste réaliser une série de toutes petites histoires comiques et les faire imprimer. Sauf que il manquait vraiment quelque chose qui les liait entre elles. Et je me suis dit, quoi de mieux pour lier des histoires entre elles qu'un génie qui me permettrait d'aller dans tous les sens au final, parce qu'il n'y a aucune limite avec ça. Et entre deux, Webtoon a lancé un concours, et du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion d'y participer, sauf que mon scénario ne tenait absolument pas la route pour ce genre d'événement. Du coup j'ai tout réécrit en gardant la même base, et c'est comme ça que du coup l'histoire est née. Les autres histoires vont être créées toujours de frustration un peu, de est-ce que le monde serait mieux si tout le monde avait de la magie? Non, mais il y aurait quoi comme problème? Ah, il se passerait plutôt comme ci, comme ça, machin. Mais du coup, est-ce que les professeurs seraient toujours autorisés? Ah là là, et tel personnage, du coup, s'il a ses soucis, il se passerait ça? C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est et si se passait ça, et s'il se passait ça, et s'il ne se passait pas ça, quelles seraient les incidences, les situations? Ta créativité t'oblige peut-être à positionner de l'adversité pour tes personnages, pour tes héros, tes héroïnes, j'imagine. Toujours. Je sais plus qui avait dit, il me semble que c'est quelqu'un qui fait de l'animation. Quelqu'un a dit une histoire, c'est peu importe l'histoire, hein, c'est voir ces personnages se battre en plein dans un combat. Donc en gros, même si c'est une histoire qui a rien à voir avec ça, par exemple un cuisinier qui veut devenir le meilleur cuisinier du monde, on va suivre ce combat. Donc il va y avoir des adversaires, il va y avoir des moments où il va être épuisé, des moments où il va s'en sortir mieux qu'à d'autres moments. Et donc une histoire est forcément construite autour d'obstacles pour nos personnages. Et je tire les miens d'obstacles que rencontrent les jeunes aujourd'hui dans leur vie. Donc que ce soit des petits soucis d'argent, que ce soit leur passion, vouloir faire quelque chose de leur vie, c'est quoi le but de la vie, moi je sers à quoi dans la société, ça va plus tourner autour de ça. Et donc, dans l'art de raconter les histoires, puisque tu nous l'as dit, tu souhaites avant tout être une raconteuse d'histoires, les idées qui te viennent, tu construis au fil de l'eau ou tu attends d'avoir vraiment toutes tes idées, d'avoir bâti un plan qui te mène à une histoire où tu sais où tu vas? Comment tu le gères, ça? J'ai la trame principale, en général, elle vient assez vite. Pour l'exemple de l'œuvre actuelle, ça va être une fille, une jeune adulte qui rencontre un génie, il lui propose un vœu, sauf que au final, comme elle est jeune et insouciante, elle sait pas exactement ce qu'il lui faut dans la vie pour être heureuse. Sachant que le génie, lui, semble le savoir. Et j'avais cette trame, mais ça manque de consistance, ça donne pas spécialement envie. Donc je la note et j'y réfléchis tout le temps. C'est un travail constant, hein, que ce soit au lit avant d'essayer de dormir à 4h du matin ou pour aller en cours ou à notre petit temps partiel, ce genre de truc. On y pense constamment. Et je prends des notes tout le temps. Les personnages, je commence à les rendre un peu plus consistants et après, je me lance dans les premiers chapitres. À un moment donné, je me rends forcément compte que je sais pas ce qui va venir après parce que j'ai rien organisé dans le bon ordre. Et du coup, là, je me penche sur le scénario et je commence à tout écrire, pas chapitre par chapitre, ça s'appelle un chapitrage, mais en gros, les lignes principales. Alors, est-ce qu'on peut comparer ce travail finalement au travail d'écrivain ? Ah forcément. Alors l'écrivain, lui, lorsqu'il écrit, va faire des jolies phrases parce que c'est le rendu final. Mais on a le même procédé de création, de personnages et de scénario à tenir en tout cas. Laurent. Dans les bandes dessinées traditionnelles, là je vais être le vieux de service qui rit pour nos auditeurs, il y a toujours dans la pagination, il y a toujours une certaine structure avec des bulles faites de telle ou telle manière, toujours un petit peu pareil. Dans les mangas, si je ne m'abuse, la structuration n'est pas tout à fait la même. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence que tu ferais avec une bande dessinée, alors je vais dire n'importe quoi, hein, comme Astérix, Lucky Luke, Tintin ou autre, et des mangas, c'est-à-dire dans la structure de la page?
Dans les BD franco-belges, on va avoir une structure très carrée. Les cases vont être plus rectangulaires, sauf à certaines exceptions, bien sûr. Tandis que dans le manga, ça va plus être, déjà évidemment de droite à gauche, oui, mais surtout tout va être mis en œuvre pour avoir un dynamisme à l'œil. Donc les cases vont être beaucoup plus, chaotique, dans le sens où on va pas avoir du rectangle. Ça va être parfois des formes un peu surprenantes pour quelqu'un qui va pas y être habitué, mais qui vont rendre le mouvement beaucoup plus dynamique, l'action plus intéressante et plus prenante. Sur des scènes plus émouvantes, ça va parfois pas y avoir de cases, juste les personnages qui sont organisés de telle manière à ce qu'on comprenne ce qui se passe, pour ne pas avoir de côté linéaire qui vont casser la beauté de la scène. Tout va vraiment être construit pour l'émotion de la scène. Alors que dans la BD franco-belge, ça va plus être simplement un outil. La pagination va juste être là pour permettre de mettre les cases au final, tout simplement. Et donc là, tu parles de la pagination, et moi, par extension, je pense aussi à la colorisation, qui n'est pas du tout la même non plus. Alors là, c'est pareil, tu vas au feeling, tu as des codes dans ta tête, il y a des codes couleurs dans le manga. Alors, le manga, il est essentiellement en noir et blanc avec tout un système de trame. Donc, en gros, ça va être des motifs. C'est un peu long à expliquer, mais c'est vraiment des aplats de gris qui vont permettre de différencier certains trucs. Moi, ce que je fais actuellement, dans le webcomic couleur, va pas y avoir de code à proprement parler. Surtout par rapport aux couleurs, ça va vraiment être. Il n'y a pas de limite, en gros. Mais malgré tout, dans l'esprit humain, le rouge, ça peut être le danger ou la colère, et le bleu ciel, ça va être quelque chose de plus délicat, voire de joyeux. Le jaune, ça va être l'amusement, etc. Donc même s'il n'y a pas de limite, ça reste toujours des automatismes. Je vais pas mettre des petites étoiles à côté de quelqu'un qui est en train de péter un câble, ça n'aura aucun sens et personne ne comprendrait ce qui se passe. Donc ça va plus être le truc. Tu parlais des étoiles, et c'est vrai que dans les animés et les mangas, on voit des personnages qui sont dans des situations un peu idiotes, où ils viennent de se prendre un vent, et il y a des petits corbeaux qui passent derrière, qui sont destinés pour appuyer le moment de solitude. C'est pour ça dans les BD qu'on a cité tout à l'heure. C'est quelque chose qui est propre au manga. Alors là, je saurais pas vraiment dire, vu qu'ils sont beaucoup plus dans le fait de représenter ce qui se passe et de tout imager, même ce qui n'est pas censé être imagé, comme par exemple un moment de silence. J'imagine que oui, c'est propre à eux, mais on en retrouve aujourd'hui dans tous les styles de BD. C'est des codes que tout le monde a fini par s'approprier au final. Donc entre le moment où tu as démarré la BD, le manga, et aujourd'hui, quelle est ta propre évolution par rapport au dessin pur et dur, là où tu as dû le plus travailler, on va dire? Il n'y a pas d'élément sur lequel j'ai dû plus travailler. Enfin, évidemment, si, globalement, le dessin, la structure des corps, la perspective, les visages de trois quarts, les mains, évidemment, ça, c'est le plus gros quand on dessine, le dessin. Mais j'avais commencé avec de la BD classique, en couleur, au crayon, plus précisément, je faisais tout traditionnellement. Après, je suis passée sur le manga, donc je suis passée à l'encre, à la plume, à la pose de trame manuelle. Au final, je suis passée au manga digital, donc je faisais certaines choses à la main, puis après, j'ai posé des trames à l'ordinateur, et maintenant, je fais du webcomic en couleur. Donc, je vais pas dire que je me suis axée sur une chose que j'ai améliorée. Je suis plus un peu allée dans tous les sens. Et j'ai gardé le mieux de tout ce que j'ai fait, j'ai essayé, pour faire quelque chose d'un peu correct aujourd'hui sur Webtoon. Alors, je pensais à un truc, parce qu'on en avait parlé en préparant l'émission. On s'est toujours posé la question, pourquoi les personnages de manga ont-ils des yeux exorbitants? et je crois que tu nous avais dit que tu avais quand même travaillé sur les yeux. Qu'est-ce qu'on travaille sur les yeux? Il y a quoi de particulier dans les yeux de ce type de bande dessinée? Alors, pour la première question que tu as posée sur le pourquoi du comment les personnages de manga ont les yeux grands, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord, ok.
Et du coup, ça correspond aussi à ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, d'accord, on en reparlera après. C'est notre rubrique, la dernière de l'émission. Moi, je voulais savoir, tu nous as parlé des différents types techniquement de BD que tu as pratiqué, donc tous les types de dessins. Donc maintenant, tu en es, alors pas tout à fait à la palette graphique, parce qu'on en a discuté hier. Tu travailles, je pense qu'on peut le lire, sur un iPad. Et donc, alors, je vais te poser une question piège. Qu'est-ce que tu préfères ? Oh là là. J'ai dit que c'était une question piège. Hein. En effet, non, ça dépend vraiment de l'humeur et de ce que je cherche à faire. J'ai pas vraiment de préférence, honnêtement. C'est des choses qui sont complètement différentes. On n'aura jamais le même rendu. Enfin, on peut pas chercher à atteindre la même chose quand on dessine à la main et quand on dessine à l'ordinateur. À l'ordinateur, on a n'importe quelle couleur. À la main, on a les couleurs qu'on a dans notre boîte de peinture ou avec des mélanges, etc. On a des limites. Par contre, au niveau sensation, la sensation du dessin, c'est quand même très différent si on dessine avec une plume, par exemple, ou des crayons, qu'avec un stylet ou qui va glisser sur une surface informatique. C'est ça, mais complètement. C'est quelque chose qui manque au tout début. Quand le stylo glisse sur l'écran, c'est pas la même chose quand il y a une résistance sur un papier. Mais il y a des boîtes qui en profitent pour faire des ventes avec ça, puisqu'ils vendent par exemple une petite feuille transparente qu'on va pouvoir poser sur l'iPad pour faire la même sensation que sur du papier. Ah, c'est extra ça. Aujourd'hui, dans ton activité, puisque tu as cité Webtoon, ça fait partie des engagements professionnels qui sont donc en cours. Aujourd'hui, toi, ton activité, quelle est-elle ? Quel statut tu as en termes de, je dirais, en tant qu'entreprise ? Alors aujourd'hui, le statut, on l'appelle auteur-illustrateur. Donc je suis autrice et illustratrice puisque je dessine mon histoire que j'ai scénarisée moi-même. Mais en parallèle, donc j'ai mon auto-entreprise qui me permet de toujours travailler sur les logos, sur ce genre de commandes, ou même pour des scénaristes qui ont besoin de quelqu'un qui va dessiner leurs histoires, peu importe le format pour le coup. Alors, explique-nous comment fait-on pour te contacter ? Alors, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sur Facebook. On me trouve sous le nom de Ukiri, donc u.kiri. Et sur Instagram, avec... pourquoi est-ce que j'ai choisi des noms aussi embarrassants ? Kiri.art-vocado, comme l'avocat. Voilà, on me trouve assez facilement sur les réseaux. Pourquoi l'avocat ? Alors... Vous êtes en train de me faire regretter absolument tous mes choix. Ah, j'ai rien dit, hein, parce que j'adore l'avocat, moi, en plus, alors bon. Oui, moi aussi, hein, ça vient de là. Il n'y a pas d'autre excuse pour le coup, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'aime l'avocat, donc voilà. Au niveau des clients pour lesquels tu es amené à intervenir, ça peut être aussi bien des particuliers, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des maisons d'édition. C'est bien ça. J'alterne entre les particuliers, les scénaristes qui sont dont c'est vraiment le métier entre guillemets, c'est-à-dire que je ne dénigre pas ceux qui n'ont pas ça en vraie profession, les scénaristes tout court, les boîtes qui ont besoin de quelqu'un pour leur logo ou pour une décoration, une accroche, etc. Les particuliers pour un cadeau à leur famille, ce genre de choses, et les maisons d'édition bien sûr puisque Webtoon en est une. Alors ça m'a beaucoup intéressé quand on a préparé l'émission. Tu parles des familles, effectivement. Donc, je voudrais que tu approfondisses un petit peu là-dessus parce que je crois que tu fais des choses à la commande, d'ailleurs, qui sont vachement intéressantes. Donc, je voudrais que tu nous en parles de ça. Alors, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins de temps, étant donné mon travail actuel. Mais il suffit simplement que quelqu'un décide d'offrir un portrait de toute la famille. Au père de famille par exemple, si vous voulez offrir ça à votre grand-père, j'en sais rien, je vais travailler dessus. Simplement la personne devra me fournir les photos de toutes les personnes que je dois représenter et je préfère quand on me donne des petits résumés sur la personne puisque lorsqu'on me demande de faire les choses dans mon style,
je vais pas dessiner toutes les personnes debout à ne rien faire. Il faut qu'il y ait du dynamisme du mouvement, il faut qu'il y ait une histoire dans l'image. Donc si vous me dites que votre tonton est très en colère tout le temps, vous pouvez être sûr que je vais le dessiner en train de hurler sur tout le monde. Et ça, c'est important. Alors, moi, ça m'amène à une anecdote qu'on avait évoquée pendant la préparation de cette émission, et c'est toujours en lien avec Michael. C'est que un jour, il te dit, voilà, on va faire une émission où un de nos invités sera le Père Noël. Ah oui. Et on était totalement heureux de cette émission. Donc, il avait écrit un sketch, il avait écrit le dialogue entre nous et le Père Noël. Et toi, tu avais fait une publication. Je crois qu'il y avait 6 cases. Et en 6 cases, on voyait Michael qui expliquait qu'il avait posé ça comme question au groupe. Et on voit dans une case un peu excentrique disant « Et ils ont dit oui !» Ces 6 cases-là, mais elles sont... Enfin, voilà, ça rejoint ce que tu viens d'expliquer, ce que tu viens de nous dire. On faudra peut-être qu'on les publie, si on a le droit de le faire, sur notre Facebook, pour que les gens voient un peu cela, parce que c'est extraordinaire, c'est ce que tu avais fait sur ces cases. Voilà. Et... Une réaction, Léa, juste avant Alain? Ma réaction sera de la colère, puisque Noël, il m'a tellement pris la tête avec ça, c'était incroyable. Donc évidemment, j'étais obligée de faire une petite BD dessus, parce que je n'en pouvais plus. Et ce jour-là, c'est pas que c'était la petite goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais un peu, j'en pouvais plus. Je saturais, fallait que je l'exprime. Je voudrais que tu nous racontes ça, justement. Parce qu'il y a toute une histoire avec Michael et Noël, quoi. Tu nous as raconté ça hier dans la préparation. C'est assez amusant. Ça le représente bien. Oui, quand on pense à mon père, on pense Batman et Noël, essentiellement. Et il y a une raison à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mois de juillet est terminé, éventuellement août, si on a de la chance dans l'année, il va me parler de Noël. Ça va vraiment être... Et à ton avis, Léa, le sapin, cette année, on le prend floqué ou on le prend normal? On le prend grand ou pas? Parce que la dernière fois, je me rappelle, et ça va revenir tous les jours, forcément. Et le repas de Noël, on fait une dinde ou on prend autre chose, hein? Je me suis dit, on pourrait prendre une noix cette année. Tu veux? Tout ça. Et quand les téléfilms de Noël arrivent, mon Dieu, mais... Il y en a au moins un par jour, sans blaguer, et quand il prend ses congés de décembre, alors là, c'est mort. On passe à une moyenne de 3, peu importe le moment de la journée où on passe dans le salon, il est devant, avec ses petites tongs dans le canapé, une tasse de café ou de thé, une madeleine, et c'est parti pour 6 heures de téléfilm. Cliché. Tu sais, avec ces émissions, enfin ces téléfilms, on en a effectivement beaucoup parlé dans des émissions. Il adorait nous les raconter. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt diffuser un chanteur, une chanson d'un artiste qu'il aime bien, et ça fait aussi partie de tes choix musicaux. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on le fasse découvrir à nos auditeurs. Like I used to be, sipping wine, killing time, trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile, see you reaching for your keys, looking for a reason not to leave. If you don't know if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should be. You wanna make a memory. I dug up this old photograph, look at all that hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now,
piece of time. You could sing a melody to me, and I could write a couple lines. You wanna make a memory. If you don't know if you should stay, and you don't say what's on your mind, maybe just breathe. There's nowhere else tonight. We should be. You wanna make a memory. You wanna steal a piece of time. You could sing the melody to me. Yeah, I could write a couple lines. You wanna make a memory. You wanna make a memory. Salut, c'est Marty, ça va Doc? Eh ben actuellement, je suis pas avec toi dans le futur, je suis sur West Tract, je vous demande de vous arrêter. Voilà, évidemment incontournable, Bon Jovi, Make a Memory, et on peut même citer entre parenthèses You Want to Make a Memory. Pourquoi ce choix musical, Kiri? Alors, mon père m'a transmis cet amour de Bon Jovi et de John Bon Jovi en lui-même. Et c'était, pour moi, cette musique, c'est vraiment, ça me rappelle le dimanche matin, quand je me réveillais, il se réveillait avant moi, parce que je dormais beaucoup. Et puis, il y avait du Bon Jovi qui passait dans l'appartement, souvent celle-ci. Et il y avait forcément mon café qui était prêt, etc. Puis on prenait notre petit déjeuner sur la terrasse quand il faisait beau et bon. Donc c'était une chanson qui me tenait à cœur et qui lui tenait à lui surtout beaucoup à cœur aussi. Oui, c'est vrai qu'il adorait Bon Jovi. Et c'était, il m'en parlait souvent. Et je reviens aussi, excusez-moi, je reviens sur les téléfilms de Noël. Alors là, je rejoins Léa. Il me faisait une tête comme un tambour. Et puis surtout, ce qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois, il me donnait les titres des téléfilms de Noël. Et des fois, franchement, c'était sincèrement à mourir de rire. Alors, ce qui est aussi marrant, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Michael avait une bonne plume. Et il écrivait très très bien. Donc quand tu parlais effectivement d'avoir invité le Père Noël, c'était son idée. Et l'écriture, toi, l'écriture pure et dure. On est obligé de passer par l'écriture quand même quand on crée. L'écriture, c'est difficile, c'est la page blanche, les choses comme ça. C'est toujours un petit peu les mêmes questions. La page blanche, est-ce que c'est une motivation? Est-ce qu'au contraire, c'est frustrant? C'est difficile? C'est comment toi, ton état d'esprit à ce niveau-là? La page blanche, pour moi, c'est un défi.
et c'est un nouveau début. C'est-à-dire que quand on arrive sur une page blanche, ça veut dire qu'on a toute une possibilité d'idées sur lesquelles on peut partir. On peut aller n'importe où, il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a pas une phrase avant qui nous force à utiliser d'autres mots, c'est vraiment la terre promise. On fait ce qu'on veut ici. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'écriture et papa, en effet, il adorait ça. Il avait même... on avait écrit 2 pièces de théâtre pour une petite troupe et c'était incroyablement drôle. Mais vraiment à se pisser dessus, je me rappelle encore des répètes, je finissais en larmes parce que je mourais de rire. Il écrivait énormément et il m'a un peu transmis ça. Alors dans l'écriture justement, puisqu'on revient aussi à ton travail, quel est selon toi l'apport des Français dans le genre du manga ? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais je pense que par exemple graphiquement, ça va être une question de normes. Par exemple, au Japon, la norme féminine, je parle essentiellement des femmes parce que c'est le domaine que je connais le plus pour le coup, les femmes vont être assez fines et petites et brunes, mais voilà, vont avoir cette silhouette très presque enfantine, sauf dans le cas où on va décider de leur mettre une énorme poitrine. Mais un Français ou un Européen ou même un Américain qui va vouloir faire du manga va plus souvent se tourner vers des femmes qui vont naturellement, sans que ce soit leurs atouts ou leurs caractéristiques, qui vont avoir naturellement une silhouette plus ronde, surtout comparée aux personnages japonais. Parfois une peau de couleur, qu'elle soit noire ou métisse, ce qui va être plus dur à voir dans les mangas japonais à l'origine, parce que j'ai pas envie de non plus dire que ça n'existe pas. Au contraire, c'est quelque chose qui change beaucoup aujourd'hui, mais il aura fallu attendre quand même que le manga soit ouvert vraiment, soit généralisé sur toute la planète pour que ça évolue de cette manière. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Même par rapport aux hommes, on en parlait pendant la préparation, les hommes dans les mangas sont rarement imberbes, surtout dans les mangas qui se déroulent dans les lycées ou avec des jeunes adultes, ils vont avoir des traits assez fins, etc. Alors que dans la norme plus européenne, un homme attirant va être beaucoup plus musclé, il va parfois être barbu, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus retrouver dans les œuvres européennes. Et dans la catégorie socio-professionnelle, les héros de manga, ils font partie de la haute ? Alors, je ne sais pas du tout. Non, mais parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est ils ont des problèmes, les héros de manga. Ils ont vraiment des gros problèmes personnels. Alors, ça va dépendre. Certains vont avoir des problèmes du genre quelqu'un a tué ma mère, il faut que j'aille que je la ressuscite ou que je trouve ça va plus être mon chien est en réalité une humaine super sexy. Que vais-je faire ? C'est souci quoi. C'est en lien avec un peu du fantastique. Parfois, c'est aussi très ancré dans la réalité. Il y en a notamment un manga sur l'histoire du vin, comment le vin. Enfin, après, je l'ai pas lu, j'ai entendu parler. Donc, ça peut être aussi très très ancré dans une réalité qui ne bascule pas dans du fantastique, a priori. Mais complètement, comme dans la BD française où il n'y a pas de limite de thème, le manga c'est exactement la même chose. On va avoir des mangas scolaires, on va dire, qui vont vraiment être là pour vous apprendre des choses. Il y a des mangas qui vont être complètement loufoques, des mangas qui vont être uniquement humoristiques, ceux qui vont être juste pour les enfants, ceux qui vont être en couleur. Les pornographiques, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a aucune limite de thème. Donc vous allez en trouver qui vont être vraiment très simples, qui vont être portés sur notre réalité à nous, et rien de fantastique ou de fou. Toi, aujourd'hui, Kiri, dans tes créations, tu vas vers quoi ? Assez naturellement, et en quoi, parfois, ça peut être une vraie contrainte quand on t'impose un genre, un thème à traiter ? Moi aujourd'hui je travaille essentiellement de la comédie dramatique parce que j'aime faire rire. J'y arrive pas toujours, mais pour moi c'est la plus belle. J'ai pas envie de dire super pouvoir, mais quand j'étais petite je voulais en avoir.
Et j'ai découvert que c'est un des super pouvoirs qu'on pouvait avoir, nous les humains, c'était de faire rire et de faire sourire, parce que ça fait toujours du bien. Quand on est heureux et qu'on rigole, ça fait du bien. Quand on est triste et qu'on rigole, ça fait du bien. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours, et je voulais l'apporter aux autres. Donc je suis portée énormément sur la comédie, mais les éclats de rire dans une histoire n'ont de l'importance que si derrière il y a quelque chose qui contrebalance avec un peu de drame. Je vous parle pas de drame genre toute la planète Terre est morte, mais vraiment ça va être retrouver un véritable humain sincère avec des vrais problèmes d'humain, des peines de cœur, des personnes qui partent, de l'abandon, etc., des traumatismes qui vont donc contrebalancer cet humour. Alors finalement, le manga, c'est la liberté. Complètement, c'est même plus que pas plus, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire où on fait vraiment tout ce qu'on veut, on peut retrouver des amis à nous. Pour moi, mes personnages sont des amis, c'est quand je me sens mal, je parle à mes amis réels évidemment, mais les dessiner, les voir vivre, jouer, s'amuser, rire, ça fait un bien fou, c'est entre des enfants et des amis. Est-ce qu'il t'est arrivé que parfois ce sont tes personnages qui t'expliquent ce qui leur arrive et que toi tu n'y avais absolument pas pensé et que par la force des choses, il ne peut leur arriver que cela et c'est eux qui te le disent? Parfois oui. Il y a des moments où on aimerait qu'il arrive telle ou telle chose à des personnages parce que la scène est très sympathique, parce que nous, ça nous fait du bien. Mais on est tous parfois dans un déni par rapport à nos propres problèmes à nous. Et quand on les met sur papier, quand nos personnages vivent la même situation, il y a un moment où on prend du recul et on se rend compte que ça, je peux pas leur faire, ça n'a aucun sens et ça va juste mettre le bazar partout. Et du coup, les personnages, quand eux, ils ont leur personnalité, on se rend vite compte qu'il y a des moments où on peut pas leur faire n'importe quoi. De la même manière que nous, humains, on peut pas faire toujours tout ce qu'on veut parce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la personne qu'on est. Et ça nous force à voir les choses en face par moment. Quand on voit tel personnage qui s'est fait harceler et qui réagit d'une certaine manière, ça nous aide à se dire pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à réagir comme ça, et ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Donc c'est une forme d'exutoire aussi, quelque part. Ouais, par rapport, quand on est en colère, parfois, cette colère va permettre de créer une scène qui n'aurait jamais eu lieu si nous, on n'avait pas été mal avant. Je dis pas que c'est bien de souffrir, mais quand on va mal, il faut savoir parfois transformer ça en énergie qu'on peut mettre dans la création de l'histoire. Et même par rapport à certains soucis, par exemple, j'ai parlé avec beaucoup d'auteurs et de créateurs et de créatrices qui ne s'aiment pas. C'est un problème qui est propre à chacun. Beaucoup de personnes ont ce souci-là. Et beaucoup de personnes ne s'aiment pas physiquement. Et ces personnes ont deux possibilités lorsqu'elles se représentent. Elles vont se représenter comme elles s'idéalisent. Et parfois, ça fait du bien d'exister pendant un moment comme nous, on veut être. Et l'autre possibilité, c'est de se dessiner exactement comme on est. Et lorsqu'on voit que que le lectorat aime quand même ce personnage, qui est nous, ça nous aide à nous aimer nous-mêmes parce qu'on se dit si je peux avoir autant de personnes qui apprécient ce personnage, c'est qu'on peut m'aimer comme je suis et que je peux moi-même m'aimer comme je suis. Une forme d'acceptation de qui l'on est et puis en même temps d'apprendre à grandir quelque part avec, comme tu le disais, les épreuves qu'on peut rencontrer, les déceptions, les engueulades, les contrariétés. Tout ça, en fait, tu en fais une matière première dans tes récits. C'est ça. Le dessin, c'est une thérapie. Et on pense parfois qu'on est complètement maître de nos histoires, mais la plupart du temps, faut être honnête, c'est les histoires qu'on crée qui nous tiennent par la main pour nous permettre de nous en sortir dans la vie qui est pas toujours facile. Ouais. Et du coup, j'imagine que quand on en est au stade où toi tu en es dans ta création, parce que ça fait quelques années maintenant, tu travailles, tu as des clients, tu as une production régulière, mais au départ, tu as peut-être aussi des influences. Est-ce que dans ce métier, tu as des personnes que tu considères comme étant un peu tes maîtres, j'ai envie de dire? Ah oui. Bon, alors comme tout le monde, tout ce que j'ai aimé regarder m'a influencé. On a parlé des Winx, on a parlé de Détective Conan. Évidemment, il y a eu l'attaque des Titans pour la violence. Mais ce qui m'a le plus
influencé dans ma création, dans ma manière de dessiner, de représenter certaines choses et dans ma manière de coloriser, ça peut être l'auteur Souillon de Maliki, qui fait un travail incroyable. Alors lui, ce qu'il fait à la base, c'est qu'il utilise Maliki comme personnage pour représenter des petites scènes du quotidien qui sont drôles, et il va les publier une fois par semaine sur Internet, et puis après il va les réunir dans un album pour le faire imprimer, etc., comme pour le retrouver en format papier, comme on le sait. Et ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose que j'admire énormément, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais atteindre plus tard. L'indépendance, certes, mais surtout avoir toute cette communauté qui est tellement fidèle, qui te soutient alors que ils sont pas obligés au final. Et il est tellement productif. Je pourrais en parler pendant des heures. Son travail est incroyable avec sa femme, mais ils font quelque chose de formidable. Donc c'est une série dont l'héroïne s'appelle Maliki, Maliki, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Vous pouvez retrouver toutes les petites histoires de Maliki sur Internet. Tu l'as rencontré, cet auteur ? Oh là là, non. Et en fait, je suis entre j'aimerais beaucoup rencontrer l'auteur de Maliki et j'aimerais vraiment pas rencontrer l'auteur de Maliki, parce que je passerais juste mon temps à pleurer comme un caca, vraiment. Ce serait le pire et le meilleur moment de ma vie en même temps. Oh là là. En tout cas, on peut que te le souhaiter, parce que tu as eu l'occasion d'aller à ce qu'on appelle les Japan Expo. C'est pas des endroits où lui-même il lui arrive de se rendre ? Si, bien sûr. Je crois que je n'y suis jamais allée une année où il était là-bas. J'ai vraiment pas beaucoup de chance là-dessus. Et puis, oui, si, c'est parfaitement des endroits où on peut y aller. Bon, en ce moment, on peut le rencontrer. Là, c'est un petit peu compliqué, du coup, avec la période, la crise sanitaire, etc., parce que toutes les conventions ont été annulées. Ça a d'ailleurs mis beaucoup de mes collègues créateurs et créatrices dans une très mauvaise situation, parce que beaucoup d'entre eux vivaient de ces conventions, qui leur apportaient énormément. Et là, c'est une catastrophe. Mais du coup, pour en revenir à l'auteur de Maliki, oui, bien sûr, ce serait un moyen de le rencontrer pour me faire dédicacer mes tomes, et j'y compte bien un jour quand je serai prête psychologiquement. Alors, justement, parlons-en un peu de tes créations aujourd'hui. Est-ce que tu as répertorié tout ce que tu as pu produire, ce qui est aujourd'hui